Les studios l'avaient condamné. Un vice-président de Universal l'avait déclaré invendable. Et sur le plateau, c'était le chaos absolu. Accidents, arrestations, incendies, désastres en cascade. Pourtant, American Graffiti ne s'est pas seulement relevé. Il est devenu l'un des films les plus rentables de son époque. Voici les secrets enfouis dans les coulisses de ce chef-d'œuvre de 1973. Abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus stupéfait. Numéro 1. Avant même qu'une seule caméra ne tourne, George Lucas dut livrer une guerre acharnée contre ses propres financiers. Universal Pictures n'accordait initialement qu'un budget de 600 000 $ à ce projet que personne ne comprenait. Ce n'est qu'après l'entrée en jeu de Francis Ford Coppola en tant que producteur que la studio ajouta 175 000 $ supplémentaires, non pas parfois dans le film, mais pour capitaliser sur le nom de l'homme derrière le parrain. Malgré cet apport, le film, achevé, resta 6 mois sur une étagère, Universal ne sachant tout simplement pas comment vendre une œuvre sans vedettes établies. Le vice-président Ned Tannen le qualifia publiquement d'invendable, ce qui poussa un Coppola hors de lui à proposer de le racheter sur le champ avec son propre chéquier. Lucas alla jusqu'à solliciter son propre père pour un prêt personnel, un homme qui n'avait accepté que récemment le choix artistique de son fils et qui avait toujours détesté les dettes. Le succès fulgurant du film lui permit de rembourser rapidement, transformant ce gérant de papeterie en témoin fier d'un triomphe à la fois financier et artistique. Pour un budget de 750 000 $, le film rapporta plus de 115 millions au box-office, s'inscrivant parmi les productions les plus rentables de l'histoire. Le budget était si serré que les acteurs principaux s'asseyaient sur des trottoirs entre les prises, faute de chaises prévues sur le plateau. Numéro 2, Harrison Ford avait 30 ans et gagnait sa vie comme charpentier au service des grandes familles d'Hollywood quand on lui proposa le rôle du fanfaron Bob Falfa. Il refusa dans un premier temps. Le salaire hebdomadaire de 485 $ était inférieur à ce que lui rapportait son marteau. La production monta à 500 $ et il céda. Quand on lui demanda de se couper les cheveux pour arbourer un style années 50, il refusa catégoriquement, craignant qu'une coupe militaire ne lui ferme des portes dans d'autres auditions ou sur des chantiers. L'emblématique chapeau de cow-boy blanc qu'il porte dans le film fut une solution de compromis pour dissimuler sa chevelure longue des années 70. Mais son esprit de rébellion ne s'arrêtait pas à sa garde-robe. Une nuit, il se retrouva en cellule après une bagarre avec des locaux. Lui, Paul Le Mat et Bo Hopkins furent à plusieurs reprises surpris par l'équipe technique en train d'essayer d'escalader, en état d'ivresse, l'enseigne néon géante du Holiday Inn où résidait le casting. Ce chaos contrôlé faillit anéantir sa carrière. Mais c'est précisément cette énergie brute et marginale qui convainquit Lucas de lui confier un rôle dans une galaxie très très lointaine. Numéro 3. George Lucas rêvait d'un film porté par 80 chansons issues de sa collection personnelle, dont plusieurs titres d'Elvis Presley. Mais les droits du roi, à eux seuls, auraient englouti la totalité du budget de production. Il dut réduire sa liste à 41 pistes. Près de 85 000 $, soit environ 10% du budget total, furent dû consacrer uniquement à l'acquisition de ces licences musicales. Ce choix était révolutionnaire. American Graffiti fut l'un des premiers grands films à abandonner complètement la partition orchestrale traditionnelle au profit de chansons populaires, traçant ainsi le sillon que bien d'autres cinéastes creusèrent après lui. Pour que cette musique sonne authentique, le concepteur sonore Walter Murch développa une technique qu'il nomma le worldizing. Il réenregistrait les morceaux dans des environnements extérieurs réels pour simuler l'effet d'une radio de voiture dont le son rebondit sur les façades. Le résultat, une atmosphère de jukebox nocturne où la radio devenait un narrateur à part entière. Numéro 4, la sinistre Chevrolet noire de 1955 conduite par Bob Falfa était en réalité un accessoire recyclé du film culte Two Lane Blacktop, sorti en 1971. La production employa 3 versions distinctes du véhicule, une coque en fibre de verre allégée, une voiture de cascade pour le tonneau et la version principale. Lors du tournage de la course décisive sur Paradise Road, l'essieu de la 55 Chevy céda à 2 reprises. À la 3e tentative, le véhicule ne vira pas comme prévu, manquant de justesse 2 caméramans allongés dans la poussière pour capturer un angle rasant. Le danger était bien réel.
L'assistant caméraman, Barney, fut effectivement renversé après avoir chuté de l'arrière du camion caméra pendant une séquence de croisière. La révélation la plus surprenante reste cependant celle-ci. La conversation émotionnelle entre Milner et Todd après le crash fut entièrement improvisée. Paul Le Mat et Charles Martin Smith n'avaient pas eu le temps d'apprendre leurs répliques, la scène ayant été reportée à la dernière minute. Ils inventèrent donc en temps réel le moment où John avoue qu'il était en train de perdre la course. Numéro 5. L'une des rumeurs les plus persistantes de l'histoire du cinéma veut que le nom du droïde le plus célèbre de l'univers Star Wars soit né dans la salle de montage d'American Graffiti. Selon cette légende, le concepteur sonore Walter Murch demanda à Lucas un élément précis. La bobine de Dialogue 2. Dans le jargon technique des monteurs de l'époque, cela s'abrège R2D2. Lucas, frappé par la sonorité de cet acronyme, l'aurait immédiatement consigné pour son futur film spatial. Si certains membres de l'équipe contestent la chronologie exacte de cet événement, il est devenu une pierre angulaire de la mythologie Lucasfilm. Le lien entre les deux œuvres se prolonge visuellement. La plaque d'immatriculation du 2 Scoop jaune de Milner porte la mention THX 138, référence directe au premier long métrage de Lucas. La plaque originale est aujourd'hui exposée au Ranch Skywalker. Numéro 6. Mackenzie Phillips n'avait que 12 ans quand elle fut choisie pour incarner Carol, et sa présence sur ce plateau nocturne créa des défis que personne n'avait vraiment anticipés. Elle était de loin la plus jeune de toute l'équipe et se décrivait elle-même comme la mascotte de la production. Puisque le film se tournait presque exclusivement entre 21h et l'aube, elle se retrouvait exposée aux frasques alcoolisées et aux débordements de ses aînés. Sans trailer ni loge, elle passait ses pauses recroquevillées dans le dîner de Mel's, apprenant à boire du café à 12 ans pour tenir debout. Son père, membre des Mamas and the Papas, était souvent présent et régalait l'équipe d'anecdotes sur des rockstars. Cette enfance bousculée par un rythme d'adulte produisit l'un des moments les plus authentiques du film. Dans la scène où une voiture pleine de filles leur lance un ballon d'eau, le projectile était censé atterrir sur la vitre et asperger le visage de Phillips, qui devait réagir avec colère. Il la toucha en pleine face avec une force réelle. Son expression de stupeur suivie d'un rire incontrôlable n'était pas du tout jouée. Lucas garda la prise, jugeant qu'elle capturait parfaitement la dynamique espiègle entre les deux personnages. Numéro 7. Plus de 100 acteurs inconnus défilèrent en audition avant que George Lucas ne pose les yeux sur Richard Dreyfuss pour le rôle de Kurt Henderson. Si impressionné par la profondeur que Dreyfuss apportait au personnage, Lucas lui donna le choix entre Kurt et Terry le crapaud. Dreyfuss choisit Kurt, sentant que l'intellectualisme du personnage résonnait avec sa propre nature. Mais son passage sur le plateau fut loin d'être serein. Il se plaignit constamment de la chemise à carreaux que Lucas l'avait contraint à porter. L'ironie est que cette même chemise servait régulièrement de mire de calibration pour les caméras technoscope, ce qui obligeait l'équipe à convoquer Dreyfuss dès les réglages optiques. Au-delà des querelles vestimentaires, le casting révèle quelque chose de plus intime sur le réalisateur. Lucas a confié que 3 de ses personnages masculins principaux incarnent des fragments de lui-même. Kurt est son moi intellectuel et créatif, Milner est son côté passionné de mécanique et de vitesse, Terry représente ses années d'adolescent gauche et introverti. Le seul auquel il ne pouvait pas s'identifier était Steve, le garçon populaire et accompli parce que Lucas n'a jamais été cet élève-là. Numéro 8. La légende veut que Happy Days soit directement né d'American Graffiti, mais la réalité est bien plus enchevêtrée. La sitcom existait déjà sous la forme d'un pilote non retenu intitulé Love and the Television Set, diffusé en 1972. C'est en visionnant ce pilote que Lucas repéra Ron Howard et reconnut en lui la capacité rare d'incarner la nostalgie innocente d'une époque révolue. Ce n'est qu'après le triomphe commercial du film et l'explosion d'un engouement national pour les années 50 que la chaîne ABC remonta ce pilote et commanda une série entière en pivotant délibérément vers l'esthétique du film. Happy Days poussa la référence encore plus loin en créant le personnage de Fonzie, absent du pilote original de 1972. Constatant que John Milner, le rebelle au hot rod de Paul Le Mat, était devenu le chouchou du public, les créateurs comprirent qu'ils avaient besoin de leur propre version de cet archétype. Ce qui donna naissance à Fonzie comme hommage assumé. Ce dialogue culturel atteignit même la scène musicale.
Flash Cadillac and the Continental Kids, le groupe rétro qui anime le bal de l'école dans le film, fut fondé en 1969 en hommage à une époque vieille de 15 ans à peine. Le groupe traversa ensuite dans l'univers télévisuel en apparaissant dans un épisode de Happy Days. Numéro 9. Avant même le premier clap, le plateau d'American Graffiti semblait maudit. 24 heures avant le début du tournage, un membre clé de l'équipe technique fut arrêté pour culture de marijuana à son domicile, laissant la production à court de personnel. Ce n'était qu'un début. Peu avant la fin du tournage, un incendie de grande ampleur ravagea l'hôtel où logeaient Lucas et une partie du casting. Les flammes faillirent consumer les notes et les affaires personnelles du réalisateur. La cause officielle ne fut jamais établie, mais des rumeurs persistantes parmi l'équipe accusèrent un acteur secondaire d'avoir volontairement mis le feu à la chambre de Lucas, soit par bravade, soit par rancœur envers son style de direction. Harrison Ford et Ron Howard assistèrent à l'incendie, ajoutant une couche de tension bien réelle à un tournage déjà épuisé. Entre l'arrestation du premier jour et la chambre en flammes, le fait que Lucas ait tenu son planning de 28 jours relève du miracle. Numéro 10. Dans les premières demi-heures minutes du film, Terry le Crapaud fait une entrée désastreuse en percutant une poubelle avec son Piaggio Vespa de 1959 devant le drive-in de Mel's. Ce moment est devenu un symbole du personnage, mais il n'était pas du tout scénarisé. Charles Martin Smith ne maîtrisait tout simplement pas les commandes du scooter et n'arriva pas à freiner à temps. Lucas trouva la maladresse si parfaitement adaptée au personnage qu'il refusa de couper et laissa Smith improviser sa réaction. Ce goût pour le naturel imparfait traversa toute la production. Plus tard, quand Todd tente d'acheter de l'alcool, on peut lire sur la porte du magasin l'indication poussée du côté où il faut tirer. Une véritable erreur de signalisation que Lucas choisit de garder pour souligner la malchance chronique du personnage. Même la scène où un passant lui lance une bouteille de liqueur fut retenue dans sa version ratée. Smith, qui l'avait réussi parfaitement à l'entraînement, la manqua presque lors de la prise. C'est précisément ce take que Lucas conserva, fidèle à sa vision d'un cinéma qui ressemble à la vie telle qu'elle est vraiment. Numéro 11. George Lucas prit la décision stratégique de tourner le film dans l'ordre chronologique des scènes, ce qui condamna toute l'équipe à travailler exclusivement de 21h à 4h30 du matin pendant plusieurs semaines. Les nuits de Californie du Nord en été étaient étonnamment froides, et l'absence de trailer forçait les acteurs non filmés à s'enrouler dans des couvertures ou à dormir dans des véhicules garés le long des trottoirs. Dans les scènes de conduite, il n'était pas rare que des membres de l'équipe ou d'autres acteurs soient physiquement recroquevillés sur la banquette arrière, dissimulés sous des vestes et des plaids épais, invisibles à la caméra mais bien présents dans l'habitacle. À mesure que la production approchait des séquences climactiques de Paradise Road, la fatigue lisible sur les visages des acteurs était absolument authentique. Leur rythme biologique avait été fracassé par des semaines de travail nocturne et l'irritabilité qui transparaissait dans leur jeu reflétait exactement l'état émotionnel de personnages arrivant au bout de leur dernière nuit d'insouciance. Numéro 12. Suzanne Somers atteignit une forme de statut légendaire grâce à son rôle de la mystérieuse blonde au volant d'une Thunderbird, et ce sans prononcer une seule réplique, avec à peine 3 minutes à l'écran. La réalité de son expérience sur le plateau était pourtant loin du glamour. La Thunderbird blanche de 1956 n'était pas un accessoire de studio. Elle appartenait à un propriétaire privé extrêmement possessif qui ne quittait jamais le véhicule des yeux. Il essuyait les empreintes digitales et faisait briller le chrome entre chaque prise à quelques centimètres à peine du cadre. Cet homme harcelait Somers d'injonctions sur la façon dont elle devait s'asseoir et se mouvoir pour ne pas abîmer l'intérieur ou laisser une trace sur la carrosserie. Derrière chaque regard élusif qu'elle adressait à Richard Dreyfuss, une figure stressée, armée d'un chiffon à polir, s'agitait hors champ, la contraignant à incarner une déesse lointaine et inaccessible, tout en ignorant un propriétaire de voiture en pleine crise d'angoisse. Numéro 13. Pour reconstituer une rue authentique de l'Amérique de 1962, la production avait besoin d'environ 300 véhicules d'avant 1962. Son coordinateur des transports contacta plus de 1000 propriétaires de voitures classiques ayant répondu à des annonces dans les journaux locaux. L'ironie cruelle, ces mêmes voitures que le film célébrait comme des icônes furent mises en vente après le tournage sans susciter le moindre intérêt.
Les véhicules des personnages principaux furent proposés dans les petites annonces de San Francisco à des prix dérisoires. La seule à trouver preneur fut la Impala 1958 de Ron Howard, cédée pour 325 $ à un lycéen qui dut emprunter l'argent à son père. Le légendaire 2 Scoop jaune resta sur le carreau malgré un prix abaissé à 3000 $. Le public et les responsables du studio n'y voyaient que de vieilles épaves modifiées sans valeur. Ce n'est qu'après que le film devint un phénomène culturel que ces voitures furent sauvées des parkings et des garages. Aujourd'hui, le 2 Scoop jaune est l'un des hot rods les plus reconnus au monde. En 1973, il ne valait pas le prix d'une berline d'occasion. Numéro 14. L'affiche originale d'American Graffiti est une pièce d'histoire du cinéma qui aurait pu ne jamais exister. Les dirigeants de Universal craignaient que le titre du film ne déroute les spectateurs, certains allant jusqu'à redouter que le public croie à un film italien sur les pieds. Lucas insista pour une affiche qui vendrait le film comme une comédie accessible et festive. Il fit appel à Mord Drucker, illustrateur vedette du magazine Mad, pour créer un montage caricatural du casting et de leur véhicule. Lucas avait grandi avec ce magazine satirique et était convaincu que le style de Drucker capturerait parfaitement l'énergie chaotique des nuits de croisière. L'œuvre qui en résulta est aujourd'hui exposée de façon permanente à la Bibliothèque du Congrès. Elle accomplit sa mission, faire basculer l'image du film d'un récit d'apprentissage sombre et mélancolique vers celle d'une cavalcade nostalgique et lumineuse. Numéro 15. Lucas dut mener une lutte acharnée contre le studio pour préserver son montage. Universal exigea une durée stricte de 110 minutes, contraignant le réalisateur à sacrifier plusieurs séquences qu'il considérait essentielles à l'équilibre émotionnel de l'histoire. Parmi les pertes les plus douloureuses figurait une confrontation tendue entre Steve Bolander et son ancien professeur de mathématiques. Une scène conçue pour amplifier le conflit intérieur du personnage face à la perspective d'abandonner sa ville natale. Ces séquences furent restaurées pour la ressortie de 1978 et les versions destinées au marché domestique, mais la copie originale en salle resta une victime de l'ingérence du studio. Cette amputation était l'aboutissement d'un rétrécissement de vision qui avait débuté bien avant le tournage. Dans les premières versions du scénario, Lucas avait imaginé pour la femme à la Thunderbird une introduction bien plus surréaliste et symbolique. Elle devait traverser un drive-in désert et fantomatique où sa transparence physique révélerait sa nature de spectre ou de projection mentale du personnage de Kurt. Le coût astronomique d'un tel effet visuel était impossible à réconcilier avec les moyens du film. Numéro 16, la destruction de la voiture de police, l'un des moments les plus applaudis du film, était une chorégraphie mécanique d'une précision redoutable. L'essieu arrière de la Ford Galaxy de 1961 avait été préalablement découpé du châssis pour ne tenir qu'à un fil. Un câble solide le reliait à un treuil dissimulé dans l'obscurité à l'autre extrémité du parking, monté sur un camion de dépannage à 10 roues. À l'écran, le câble semble attaché à un poteau d'éclairage, une illusion soigneusement construite pour tromper le spectateur. Au moment précis où la voiture franchit le trottoir, le treuil arracha les cieux, produisant le crash spectaculaire et jubilatoire que l'on connaît. Lucas a confessé que lorsque lui et ses amis avaient tenté ce même coup pendant leur adolescence, la voiture avait juste émis un vague claquement sans le moindre panache dramatique. Il fallut toute la magie du cinéma pour transformer un souvenir raté en victoire légendaire. Numéro 17. Le budget exsangue du film provoqua un changement dans les traditions d'Hollywood que nous observons encore aujourd'hui dans chaque film. Incapable de payer plusieurs membres de son équipe à leur juste valeur, Lucas leur proposa une compensation inédite, une mention nominative dans le générique de fin. À l'époque, seuls les chefs de département bénéficiaient d'un crédit à l'écran, et la grande majorité des techniciens demeuraient anonymes. Nombreux furent ceux qui acceptèrent l'échange, allongeant considérablement la liste du générique par rapport au standard de 1973. Cette décision créa un précédent industriel qui mit définitivement fin à l'ère de l'anonymat technique. Elle permit à de jeunes techniciens inconnus de bâtir leur réputation professionnelle grâce à un film à succès. C'est la raison pour laquelle les génériques de fin moderne durent souvent 10 minutes ou plus. Numéro 18. Pendant la séquence du bal de l'école, une erreur sociale subtile passe inaperçue pour la plupart des spectateurs. Lors d'une danse en boule de neige, le couple meneur, en l'occurrence Steve et Laurie,
est censé danser brièvement, puis se séparer pour inviter de nouveaux partenaires. Mais les deux acteurs, absorbés par leur querelle scénarisée sur leur avenir respectif, ignorèrent complètement le protocole de la danse. Si l'on observe les figurants en arrière-plan, on les voit attendre, désorientés, que le couple se dissocie enfin pour rejoindre la piste. Cette erreur involontaire renforça paradoxalement l'isolement émotionnel du couple au cœur de leur dispute. À cela s'ajoute un décalage d'âge réel entre les deux interprètes. Bien que Steve soit censé avoir 1 an de plus que Laurie, Ron Howard n'avait que 18 ans et était encore lycéen au moment du tournage, tandis que Cindy Williams en avait 25. Leur complicité naturelle à l'écran rendait cet écart totalement invisible. Numéro 19. Le film est censé se dérouler à Modesto, mais pratiquement aucune scène n'y fut tournée, la ville ayant trop changé depuis 1962. Lucas choisit d'abord San Rafael pour ses séquences de croisière, mais la production en fut expulsée dès la première nuit. Le conseil municipal retira les autorisations de tournage après qu'un propriétaire de bar se plaignit que le vacarme des hot rods perturbait son commerce. Dans un geste de panique calculé, Lucas bondit dans sa voiture et fila vers la ville voisine de Petaluma qui l'accueillit à bras ouverts. La majorité des scènes de croisière mémorables furent filmées sur Petaluma Boulevard North, facilement distinguable de San Rafael par sa circulation à double sens. Petaluma embrassa si complètement l'héritage du film qu'elle organise désormais chaque année un festival de voitures classiques en son honneur, un retournement total par rapport à l'hostilité de San Rafael. Cette délocalisation de fortune sauva la production en lui offrant les façades historiques et l'atmosphère de petite ville américaine que Lucas cherchait pour ressusciter ses souvenirs de 1962. Numéro 20. Le réalisme saisissant des accidents de voiture dans le film puise ses racines dans un traumatisme personnel qui transforma à jamais la trajectoire de George Lucas. En 1962, quelques jours avant son diplôme de fin de lycée, il fut victime d'un accident de la route qui faillit lui coûter la vie. Un autre véhicule le percuta de côté. Sous le choc, sa ceinture de sécurité céda, le projetant hors de l'habitacle juste avant que la voiture ne s'écrase contre un arbre. S'il était resté à l'intérieur, il n'aurait vraisemblablement pas survécu. Cet événement mit fin à son rêve de devenir pilote automobile professionnel et déplaça son obsession des voitures vers la caméra. La violence soudaine du crash de Drag Race à la fin d'American Graffiti porte l'empreinte directe de ce trauma. Lucas a confié que sa survie relevait du hasard pur et que la fragilité de la vie pour un adolescent au volant d'un bolide était un thème qu'il ressentait le besoin impérieux de documenter. Sans cette ceinture qu'il lâcha en 1962, la trajectoire entière du cinéma mondial aurait peut-être été différente. Numéro 21. Pour obtenir le rendu granuleux et documentaire des scènes nocturnes, Lucas opta pour le Technoscope, un format 35 mm demi-cadre habituellement réservé aux productions italiennes à petit budget. 2 semaines après le début du tournage, il fut horrifié en découvrant que les rushs étaient beaucoup trop sombres pour être exploitables. Il appela en urgence son ami Haskell Wexler, directeur de la photographie de renom, et le supplia d'intervenir comme consultant visuel. Wexler accepta contre un paiement différé et fit la navette chaque nuit depuis Los Angeles jusqu'au plateau de Petaluma pendant 5 semaines. Il apporta des solutions aussi ingénieuses qu'économiques. Des lampes dôme à piles fixées à l'intérieur pour éclairer les visages des acteurs et un camion avec des phares clignotants pour simuler le défilement du trafic sur les pare-brises. Cette intervention de la dernière chance sauva l'âme visuelle du film, produisant ses couleurs primaires vibrantes et cette atmosphère noyée dans le néon que Lucas appela le look jukebox. Si vous avez aimé plonger dans les secrets d'un film qui a failli ne jamais voir le jour, vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces voyages dans les coulisses du grand cinéma, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui aime les films. Et dites-nous en commentaire si vous aviez été là cette nuit-là en 1962, quelle voiture vous auriez choisie et est-ce que vous seriez resté ou parti ?